Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Cédric Tiberghien. Bonjour. Bonjour. Alors Cédric, je vous reçois à l'occasion de la parution de 2 disques, mais l'objet initial, c'était d'évoquer cet itinéraire beethovenien que vous suivez. 2e double album qui vient de paraître pour le label Harmonia Mundi. L'autre, c'est un disque foré en compagnie de Xavier Philippe, dont on parlera quelque peu également. Mais alors, ce 2e volume qui comporte 2 CD comme le précédent, donc est consacré à des variations de Beethoven. Alors chaque cycle s'ouvre par un cycle de variations très connu, puisque en fait il y a 3 cycles quand même très connus. Bon, d'abord les Diabelli, les perles de la couronne qu'on retrouvera dans le 3e double album apparaître prochainement. Et puis il y a les variations en ut mineur là qui font partie de ce dernier double CD. Et puis vous aviez commencé par les variations Eroica, le premier volume. Alors comment est née cette idée d'accompagner ces variations de Beethoven par d'œuvres d'autres compositeurs? Alors le projet est né, vraiment sa vraie naissance, elle remonte à loin en fait, parce que j'ai appris les variations Eroica en 92. Oui. Donc ça c'était pour préparer mon prix au Conservatoire de Paris. Il y avait mon maître Gérard Frémy qui m'avait dit voilà, il faudrait que tu apprennes une grande œuvre pour le prix. C'est toi qui choisis, soit la 3e sonate de Chopin, soit les variations Eroica de Beethoven. Et dans le ton de sa voix, il n'y avait pas beaucoup de choix, en fait. Son nom est plus lié, d'ailleurs, peut-être à l'univers beethovenien, non? Gérard Frémy, oui, absolument. Il a fait il y a des gravures absolument extraordinaires, 209, 110. Et c'est vrai que... Et lui a été élève de Yves Nat, donc forcément, l'héritage beethovenien, voilà. Et donc, j'ai appris ça à cette époque-là. Et en fait, en 3e cycle, 2 ans plus tard, donc 94-95, quand j'étais en 3e cycle, il a eu l'idée de faire une intégrale des variations de Beethoven qui serait partagée entre 2 étudiants et lui-même. Donc on avait fait 3 récitals à l'Auditorium Saint-Germain. Donc moi j'avais tout juste 20 ans et j'avais dû apprendre à peu près un tiers des variations. Donc il y avait les Eroica, il y avait d'autres petites variations. Et déjà, j'avais pris énormément de plaisir à travailler ça. On avait beaucoup discuté avec Gérard Frémy. Et quelques années plus tard, ça a été l'objet de mon premier disque chez Harmonia Mundi. Donc là, on est je crois, en 2001 ou 2000, je ne sais plus. Et donc, c'est vrai que ça m'a vraiment accompagné depuis très longtemps. Et puis là, en fait, pour mon retour chez Harmonia Mundi, en quelque sorte, j'avais envie d'un projet un petit peu personnel. Et plutôt que simplement partir sur ces variations de Beethoven seul, qui continuent à me travailler en quelque sorte, j'ai voulu créer des passerelles, mettre en regard des compositeurs différents, des époques différentes, des styles différents, pour essayer d'éclairer un petit peu ce que la forme de la variation représente pour un compositeur, et finalement comment est-ce que chaque compositeur travaillera le matériau. Et c'est ça vraiment le cœur du projet, c'est de voir finalement comment un compositeur travaille. Moi je ne suis pas compositeur, j'ai jamais écrit quoi que ce soit, et ça m'a toujours fasciné d'imaginer, d'essayer de comprendre même un tout petit peu ce qui se passe dans la tête d'un compositeur quand il a une idée déjà. C'est déjà une chose, et ensuite ce qu'il fait de cette idée. Et la variation, c'est vraiment ça. On a une idée qui en général est relativement simple. Le thème sont des thèmes qui sont un petit peu bateaux, avec des structures harmoniques très simples, des mélodies très simples. Et le compositeur, à partir de cet élément, développe à sa façon et apporte sa touche personnelle. Et on voit un peu l'imagination qui se développe progressivement. Je l'ai déjà dit quelques fois, j'ai l'impression d'être dans le bureau de travail de Beethoven et de regarder par-dessus son épaule comment l'objet prend forme, et c'est fascinant. Alors, oui, justement, quand on pense inévitablement au Diabelli, que vous n'avez pas encore enregistré, mais ça ne saurait tarder à Cédric Tiberghien, mais justement, il prend un thème, une valse qui est charmante, qui n'est pas le thème du siècle, et il en fait l'œuvre la plus démentielle pour le piano, Beethoven. Oui, alors là, il est arrivé à la fin de sa vie, et je pense qu'il a tellement affirmé son sens du travail sur le matériau qu'il n'a pas peur de partir d'une valse et de la détruire d'emblée. C'est la première variation, c'est une marche
qui est exactement basée sur le thème de la valse, mais c'est une marche où finalement, si on ne le sait pas, on reconnaît à peine la valse, et donc il détruit en quelque sorte. Et la deuxième variation, c'est on n'a même plus de rythme, on a une sorte de petite rêverie où, encore une fois, le thème est toujours présent, mais on a l'impression qu'il essaie d'effacer de notre mémoire cette valse pour dire maintenant, écoutez, c'est moi qui suis le maître. Et il y a vraiment cette prise de position du compositeur, du créateur, véritablement. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que quand on voit l'ensemble des variations de Beethoven, il a commencé son premier cycle, il avait 12 ans. C'est sa première œuvre pour piano, son des petites variations, où là, clairement, et c'est normal, il a du mal à se détacher du thème. Et on voit au cours de son existence à quel point finalement il s'affirme et finalement le thème n'est plus qu'un alibi en quelque sorte, une sorte d'étincelle au départ qui lui permet de s'exprimer pleinement. Alors Cédric Tiberghien, comme pour le premier double album, ce second, il est consacré à plusieurs compositeurs qui encadrent en quelque sorte Beethoven. Et c'est un heureux choix parce qu'on s'imagine mal imaginer à la suite 4 CD avec que des variations de Beethoven, aussi géniales soient-elles. C'est mon avis aussi. Certains m'ont dit que voilà, on pouvait tout à fait entendre toutes les variations à la suite. Moi, j'aime bien mettre en regard des époques différentes aussi pour, en quelque sorte, mettre au défi un petit peu les auditeurs qui vont venir écouter du Beethoven et qui tout à coup vont se retrouver à entendre aussi du Webern ou du Cage ou du Feldman et qui vont forcément se demander pourquoi. Et c'est le but du projet, c'est effectivement de faire en sorte que l'écoute devienne active, qu'on se demande, ah tiens, mais pourquoi est-ce qu'il y a Webern au milieu d'un projet de Beethoven? Pourquoi est-ce qu'il y a Sweelinck ou Bach dans ce projet Beethoven? Et ces passerelles, pour moi, elles apportent une lumière différente. Il y a bien sûr une dimension temporelle. Donc là, par exemple, l'album où c'est plutôt consacré au passé de Beethoven. Donc il y a Beethoven et peut-être les influences que lui a pu recevoir. Donc il connaissait forcément très bien, il avait étudié tout ça. Donc forcément, Bach, Sweelinck, ou même tous les compositeurs baroques d'avant, il a étudié leur façon d'écrire et ça se retrouve dans son écriture. Et puis d'aller voir aussi au XXe siècle, au XXIe siècle même, et de voir un petit peu comment les compositeurs, sans forcément être directement influencés par Beethoven, mais travaillent le matériau. Et je pense que Beethoven a été une sorte de pivot dans l'histoire du travail sur le matériau. La 5e symphonie, c'est le meilleur exemple. Il prend 3 notes répétées, puis une tierce descendante, et il en fait un mouvement de symphonie. Il n'y a pas vraiment eu... Avant, il y a eu d'autres compositeurs, mais c'est vraiment celui qui a inventé le travail sur le matériau, et pour moi, c'est vraiment le cœur du projet. Vous parliez de Webern, justement, dans le premier volume, il y avait les variations opus 27 de Webern. Alors, la filiation Beethoven-Webern, elle est plus traditionnelle dans les esprits, c'est-à-dire première école de Vienne, deuxième école de Vienne, on sent bien toute la filiation. Et il y avait aussi un compositeur qui était plus inattendu, c'était Robert Schumann, avec ses variations sur l'andante de la 7e symphonie de Beethoven. Et alors, le texte qui accompagne ce disque, ça je l'ignorais, dit que c'est une œuvre un peu reconstituée de Schumann. Oui, voilà, Schumann ne l'a jamais complété comme œuvre en tant que telle. Il a travaillé dessus à différentes périodes de sa vie. Donc c'est un projet qui lui tenait à cœur. Il ne l'a pas abandonné comme un certain nombre d'autres projets. Il y est revenu avec beaucoup d'intensité de travail. Et c'est vrai que ce sont des exercices. Je crois qu'il a même appelé ça vraiment exercice en forme de variation sur une symphonie de Beethoven, où il y a vraiment l'idée du travail avec des formules qui sont techniquement redoutables. Mais voilà, pour moi, cette pièce que j'avais toujours rêvé de jouer un jour, elle avait vraiment sa place parce qu'effectivement, c'est sur un thème d'une symphonie de Beethoven qui, en plus, ce mouvement est un mouvement en forme de variation. Et donc, effectivement, on a plusieurs manuscrits divers et qu'il faut... C'est pas qu'il faut réarranger, mais il faut choisir dans quel ordre on joue les pièces. Il n'y a pas d'ordre vraiment prédéterminé et ça fait partie aussi du choix de l'interprète. Il y a d'autres versions. Je sais que Claire Désert, par exemple, en a fait une très belle version et on ne le joue pas dans le même ordre. Alors, juste pour terminer avec ce volume, et puis on va aborder le second volume qui vient de paraître, il y avait ces variations absolument fantomatiques et incroyables de Schumann aussi, ces Geistervariationen inspirés d'un thème de son concerto pour violon. Je crois que Clara Schumann avait refusé d'ailleurs de les faire éditer. Voilà, c'est une œuvre, moi, qui m'a toujours bouleversé parce qu'elle est au cœur de l'intimité du compositeur. On parlait de l'intimité dans le travail et là, on est dans l'intimité presque humaine. Dans cette œuvre-là,
œuvre-là, il a entendu ce thème dicté par des anges, et peut-être la voix de Mendelssohn qui lui a dicté un thème d'une pureté, d'une beauté extraordinaire. Donc il se met au travail, il se dit je dois écrire des variations, et au cours des variations, alors on ne sait pas exactement quand, mais on peut l'imaginer, il y a une dernière variation là qui est vraiment dissonante, difficile, complexe, et apparemment il entendait des voix qui lui dictaient de mauvaises choses et qui venaient déformer ce qu'il entendait dans sa tête. Enfin, on sent une souffrance extraordinaire, et au milieu de cette pièce-là, il est allé se jeter dans le Rhin. Et ils l'ont repêché, bien sûr, ils l'ont ramené chez lui, et le lendemain matin, chez lui, il a terminé la pièce, et ensuite il est parti à l'asile. Alors, ça, forcément, quand on connaît l'histoire, on ne peut pas s'empêcher de se dire c'est vraiment son testament musical, et on est au cœur de la souffrance d'un homme. Voilà, ce degré d'intimité, quand on est sur scène, c'est quelque chose d'irremplaçable. Et puis votre interprétation, elle est bouleversante, si je peux me permettre. Merci beaucoup. Tibérien, et puis vous parlez de cette fin, effectivement. On sort essoré quand on écoute cette musique. Oui, puis surtout, voilà, c'est le silence, c'est la seule chose qui puisse suivre. C'est vrai que c'est voilà, émotionnellement, c'est le genre d'œuvre. Ce sera la même chose à la fin des variations de Diabelli. Quand on a traversé un voyage comme ça, qui soit de 15 minutes ou de 55 minutes, on y laisse des plumes, comme on dit. C'est les plumes, c'est nous qui les recueillons. Un bonheur de les recueillir. Cédric Tibérien. Alors on va aborder ce deuxième volume qui vient de paraître, avec aussi ce chef-d'œuvre, ces 32 variations en ut mineur de Beethoven qui ouvre cet album. C'est une œuvre, aussi certains grands interprètes. Vous me parlez hors micro d'Émile Guilels, certains pianistes de ce calibre aimaient jouer cette œuvre, mais par rapport au Diabelli ou d'autres œuvres de Beethoven Alors, c'est une œuvre qui n'a pas de numéro d'opus. C'est assez intéressant. Il y a finalement dans toutes ces variations, peu d'œuvres. Je crois qu'il y a 4 cahiers, parmi une quinzaine ou une vingtaine de cahiers qui portent des numéros d'opus. Et donc là, on est... c'est une œuvre sans numéro d'opus, 80, que Beethoven n'aimait pas vraiment, paraît-il. En tout cas, il avait émis des réserves, après l'avoir composé, bien sûr, émis des réserves sur la qualité de ce qu'il avait écrit. Peut-être c'est le côté un petit peu studieux de chaque variation qui a vraiment une technique. Pour moi, ce sont des variations, justement. Déjà, le thème, c'est une chaconne, qu'on retrouvera d'ailleurs à la fin de ce disque, la chaconne de Bach dans la version de Brahms. C'était le petit clin d'œil, la petite passerelle en quelque sorte. Donc c'est une chaconne, et l'écriture finalement est très très inspirée de l'écriture baroque, avec on fait variation de notes répétées à main droite, notes répétées à main gauche, notes répétées de main, une variation sur les tris, une variation sur les gammes. Enfin, c'est quelque chose finalement d'un petit peu basique et très classique. En fait, sur le papier, c'est pas un chef-d'œuvre en soi, mais déjà le thème, il a une énergie absolument irrésistible. Et puis la structure générale, c'est un peu bête à dire, mais on a 32 variations. On peut se dire, mais c'est une suite de numéros comme ça, mais il a réussi à créer, comme Bach l'avait fait dans sa chaconne pour violon seul, un sens de la forme générale qui, je trouve, est extraordinairement puissant. Bien sûr, on a do mineur, on a le passage en do majeur qui soulage un tout petit peu, on a le passage en do mineur à la fin. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il a pensé à la chaconne de Bach et qu'il a voulu en faire en quelque sorte une version pour piano que je trouve, moi, absolument magnifique, et qui a un succès auprès du public qui ne se dément jamais. Alors, il y a une œuvre de Bach, justement, je ne parle pas de la chaconne transcrite par Brahms, que vous jouez, qui termine le premier CD de ce double album, mais il y a ces variations à la manière italienne de Bach, BWV 989, qu'à ma grande honte, je ne connaissais pas du tout. C'est extraordinaire. Oui, ces variations de Bach, je les avais découvertes dans un enregistrement de Émile Guilels. C'est une vidéo que j'avais vue où on le voit jouer cette œuvre-là avec une sorte de grandeur simple, d'une beauté évidente qui m'avait toujours complètement bouleversé. Je m'étais toujours dit, mais alors ça, c'est la classe ultime de jouer ça comme ça. Et
tout pourrait être compliqué et tout coule de source. Et surtout, je trouvais ça vraiment magnifiquement beau. Et je gardais ça dans un coin de ma tête. Je me disais, un jour, je jouerai ces variations. Et voilà, quand j'ai construit ce programme, je me suis dit, il faut absolument les mettre. Ça va marcher parfaitement avec la chaconne de Bach. On m'a demandé au début du projet si j'allais inclure les variations Goldberg. J'ai dit, le problème, c'est que Goldberg, il y a la dimension qui viendrait un petit peu éclipser le reste du projet. Et puis, j'aime bien cette idée que, effectivement, on les connaît beaucoup moins. Bach a composé seulement 2 cycles de variations, les Goldberg et celle-ci, et qui sont effectivement dans un style très, très différent. Donc, manière italienne, c'est-à-dire avec beaucoup d'ornementation. Mais on est dans une tonalité qui est magnifique et un petit peu dramatique, la mineure. C'est un drame, mais qui est dans la douceur malgré tout. Et puis l'inventivité de chaque motif, de chaque formule, de chaque variation sont absolument extraordinaires. Il n'y a pas le travail contrapuntique qu'on pourrait attendre, qu'on avait bien sûr dans les Goldberg, mais il y a beaucoup plus un peu l'idée de la partita, presque comme s'il voulait caractériser chacune des variations comme une danse. Alors il y a une danse, c'est pas vraiment une sarabande, mais c'est dans le style d'une sarabande, il y a dans le style d'une sicilienne, dans le style d'une toccata. Il avait vraiment l'intention de caractériser chaque variation. En tout cas, c'est une œuvre qui me bouleverse à chaque fois que je la joue. Alors on va faire un petit écart, Cédric Tiberghien, on va quitter un instant ces cycles de variations. Vous avez fait paraître il y a peu pour le label La Dolce Volta un disque consacré à l'intégralité de la musique pour violoncelle et piano de Gabriel Fauré. Vous êtes aux côtés de Xavier Phillips. Ça aussi, c'est une musique absolument sublime que vous venez de donner en concert au Bout du Nord. Et je crois que vous tournez pas mal avec ce programme. Oui. Voilà, la musique de Gabriel Fauré, évidemment, en tant que Français, c'est de la musique qu'on fréquente, qu'on ne joue pas forcément beaucoup, mais voilà, que moi, je me rappelle, étant enfant, mes parents avaient les disques légendaires, toute l'équipe des Français, l'Odéon, Montréal, Collard, Dumais. Enfin, j'ai grandi avec tout ça dans les oreilles, j'entendais ça. Et puis, voilà, mon amitié avec Xavier Phillips date maintenant d'il y a pas mal d'années et on s'était dit qu'un jour, on ferait quelque chose ensemble, qu'on réussirait à trouver un projet. Et je crois que c'est lui qui est venu avec l'idée et qui dit « Mais ça te dirait faire Fauré ?» Et j'ai dit « Mais absolument, je les ai jamais jouées, ces sonates. J'ai joué les petites pièces, mais les sonates, je les ai jamais jouées. Allons-y. » Et en fait, ça a été un travail passionnant parce que contrairement à Beethoven, où il y a une sorte on peut étudier le squelette d'une façon presque anatomique, on peut disséquer sans que la structure générale s'effondre. Avec Gabriel Fauré, on a le sentiment que dès qu'on prend un microscope, la magie disparaît. Et ça a été très intéressant parce que c'est une façon de travailler qui me ressemble pas forcément et qui c'était une remise en question de ma façon de travailler, où il faut avoir une sorte de confiance en la beauté intrinsèque de l'œuvre sans essayer forcément de l'expliquer ou de la clarifier ou de la mettre en valeur. Il faut juste avoir confiance en la beauté, intrinsèque de l'œuvre. Et ça a pris du temps et c'est vraiment très intéressant. C'est un peu presque comme, vous savez, en physique quantique, quand on dit si on essaye d'observer quelque chose, on ne peut plus vraiment l'observer parce que le fait de l'observer change la nature de la chose. Et là, on est un petit peu dans la même situation. Il y a une sorte de telle perfection et de fragilité en même temps que voilà, la musique est là et nous, en tant qu'interprètes, il faut presque ne pas y toucher. Mais je me disais, en sortant de votre concert Fauré, où on est au cœur d'une actualité très douloureuse, je me disais, c'est quand même une musique qui fait du bien. Enfin, à la fois, parfois c'est sombre, c'est œuvres pour violoncelle et piano, puis il y a parfois du dernier Fauré aussi, où il était très tourmenté aussi, sa surdité, etc. Et en même temps, c'est une musique qui donne du baume à l'auditeur. Oui, je pense que... alors bien sûr, il y a les œuvres de jeunesse qui sont des œuvres qu'on a pu qualifier quelquefois de fleurs bleues, mais qui, je sais pas, il y a un parfum absolument incomparable, pas vraiment de légèreté, mais je dirais d'une certaine façon une forme d'insouciance qui nous fait du bien en ces temps où ça n'existe plus vraiment. Et par contre, les œuvres tardives, je pense que ce qui frappe vraiment, c'est que venant d'un homme qui a déjà toutes ces années derrière lui, qui pourrait écrire uniquement de la musique d'un vieux sage qui marmonne quelques paroles légendaires,
Et en fait, lui, c'est l'incandescence. C'est vraiment quelqu'un qui arrive à allumer des brasiers qu'on ne soupçonne pas chez un homme de 70 ans ou 80 ans. Et cette énergie vitale à l'intérieur de son œuvre, c'est quelque chose qui, en fait, existe depuis le début et qui ne l'a jamais quitté. Et ça m'a toujours vraiment bouleversé, ses œuvres tardives principalement, où il arrive à ménager, à construire voilà, vraiment le terme qui revient à chaque fois dans ma bouche, c'est l'incandescence. Il prend quelquefois son temps, il met des éléments en place, et tout à coup, il y a un feu vital qui s'allume et qui est irrésistible. On va revenir, Cédric Tiberghien, à ces variations de Beethoven, dont paraît le deuxième volume pour le label Harmonia Mundi. Il y a une grande fidélité avec Harmonia Mundi. C'est un label... Oui, disons que voilà, c'est un label qui m'a fait confiance tôt. Il y a eu une petite pause, principalement pour des histoires de répertoire, parce que moi j'ai des exigences de répertoire, je sais exactement ce que je veux enregistrer, ça ne correspond pas toujours forcément aux besoins du catalogue. Oui, aux besoins du catalogue, aux désirs éditoriaux, et ça c'est tout à fait normal. Et c'est vrai que voilà, il y a une petite pause où j'étais donc en Angleterre, ce qui avait aussi d'une façon un petit peu plus de sens vu ma présence sur ce territoire outre-Manche. Donc avec des disques Szymanowski, voilà, chez Hyperion, et puis Chopin, il y a eu Liszt, il y a eu Bartók, un triple album Bartók consacré il y a quelques années. Toutes ces sonates avec cette merveilleuse violoniste. Exactement, et tout mon travail avec... toujours en disant le nom. Ah oui, Alina Ibragimova. Voilà, qu'elle veuille bien m'excuser. Des disques absolument merveilleux. Et donc on a fait vraiment énormément de disques, et on continue à en enregistrer. Il y a un disque Schumann qui sortira l'année prochaine. On attend avec impatience. Vous avez d'ailleurs joué des sonates de Schumann avec elle bientôt. Exactement, on va les jouer à Berlin, on va les jouer à différents endroits. Et donc là, ce disque, ce projet autour des variations de Beethoven signe un petit peu mon retour dans la maison avec très très grand plaisir. J'avais envie, on en a discuté avec Christian Girardin, le directeur, qui m'a dit voilà, il faut un projet qui te ressemble. Et c'est vrai que moi, ce qui me ressemble, c'est pas forcément une intégrale d'un compositeur, parce que en fait, je ne suis pas intéressé par un seul compositeur. Je suis toujours intéressé par ce qu'on disait tout à l'heure, ces programmes construits qui peuvent paraître complexes parfois sur le papier et dont l'idée est un petit peu de susciter la curiosité de l'auditeur. Et donc, j'ai dit, voilà, je joue à Wigmore Hall à Londres l'intégrale des variations de Beethoven. Eux m'ont donné carte blanche pour faire un programme étendu en quelque sorte, et j'ai construit un programme avec plein de compositeurs qui vont de Sweelinck jusqu'à Ligeti, probablement. Ligeti, c'est pour le prochain. Ligeti, c'est pour le prochain volume, exactement. Et effectivement, Cage, Fellman, Crumb. Et il m'a dit, c'est un pari risqué, mais c'est vraiment ce qui te ressemble, ce qui te caractérise. Vraiment, c'est ce travail sur les programmes, il faut vraiment faire ça. Et c'est formidable, c'est formidable d'avoir la confiance aussi d'un directeur, parce que c'est loin des projets monographiques qu'on a l'habitude de trouver généralement. Mais juste un écart aussi, puisque il y a un compositeur que vous avez beaucoup joué, dans lequel je vous ai entendu exceller, c'est Szymanowski. Et comment vous en étiez venu à interpréter cette musique d'un compositeur qui est quand même pas le cheval de bataille des pianistes français? Moi, je fonctionne au cœur. Et un jour, un ami qui me connaissait bien musicalement m'a dit, tiens, j'ai un coffret de disques, là t'écouteras. Et c'était un coffret de 4 disques consacrés à Szymanowski, enregistré par Simon Rattle avec l'orchestre de Birmingham, qui est un coffret incontournable pour tout amoureux de la musique, où il y a beaucoup de choses. Il y a troisième et quatrième symphonie, il y a le Roi Roger, il y a la troisième et quatrième symphonie, donc qui est un concerto pour piano, il y a les 2 concertos pour violon, il y a plein de leaders avec orchestre. C'est absolument fabuleux. Je suis tombé de ma chaise devant tant de beauté, et peu de temps après, on cherchait un premier projet à enregistrer avec Alina Ibragimova, donc on est déjà, je crois, en 2007, et on s'est dit pourquoi pas l'œuvre pour violon de Szymanowski.
amour fou pour cette musique de la jouer. Et donc après, je me suis dit, il faut faire un projet piano seul. Et puis j'ai joué bien sûr la 4e symphonie où il y a une partie de piano. C'est un vrai concerto pour piano. Et je défends ce compositeur fort. Alors évidemment, il y a d'autres musiciens qui en jouent et de plus en plus, sans parler de Piotr Anderszewski qui est un champion, ou de Zimmerman qui sont des champions de ce compositeur. Mais c'est vraiment un compositeur qui a encore besoin d'être défendu. C'est merveilleux. Alors on revient à Beethoven. Donc le premier volume de cet album qui vient de paraître, il est consacré à Beethoven et c'est les anciens. Et le deuxième, justement, plonge dans des compositeurs comme John Cage, vous le disiez, George Crumb. J'avais vraiment envie, dans un volume, de pousser la passerelle loin. L'idée, en explorant ces compositeurs américains, c'était de voir un petit peu ce qu'eux faisaient avec le matériau. Alors ça peut être dans la musique, effectivement, plutôt minimaliste ou aléatoire. Donc si on prend, par exemple, la pièce de George Crumb, Processional, qui est vraiment une œuvre majeure de ce compositeur, absolument extraordinaire de puissance, il a un accord qui va être répété avec une pulsation absolument imperturbable, et on a cet accord qui est répété pendant la pièce, je crois, fait de 12 minutes, 10 ou 12 minutes, et on a ces accords qui sont répétés, qui changent à chaque fois un tout petit peu. C'est parfois une polyphonie différente, c'est un environnement différent, mais la puissance de cette pulsation imperturbable est absolument irrésistible. Donc là, on a le même objet, mais avec des lumières complètement différentes, et donc finalement, d'une certaine façon, c'est un objet qu'on va varier à l'infini. Et de la même façon, on a la musique de Feldman, qui est une musique quasiment aléatoire. On se dit, c'est presque, je sais pas, moi, la première fois que je l'ai joué à mon fils, il m'a dit, c'est n'importe quoi. Je dis, oui et non, parce qu'effectivement, on a l'impression que ces accords sont un petit peu disséminés, un petit peu au hasard, mais chaque accord finalement découle du précédent, et on a presque l'impression que finalement chaque nouvelle note va être une variation de la précédente. Il y a un travail sur le silence, bien sûr. Alors on peut tout à fait imaginer que dans ces musiques où il n'y a quasiment rien, que finalement la musique n'est qu'une légère variation du silence. Donc c'est clairement conceptuel. Mais il y a, je pense, un point commun avec le travail que Beethoven pouvait faire, où ça lui est arrivé dans certaines de ses variations, ou les Diabelli en particulier, où il a retiré presque toutes les notes, il reste vraiment quasiment rien, même presque plus le squelette. Et finalement, ces compositeurs américains font exactement la même démarche. Cédric Tiberghien, ça fait des années que je vous suis autant au disque qu'au concert. Quand je vois votre répertoire qui est gigantesque, c'est quand même un répertoire exigeant, enfin en ce sens où je ne parle pas exigeant pour l'auditeur, parce que c'est toujours des œuvres qui sont d'une absolue séduction, d'une absolue beauté, d'un charme absolu. Mais pour vous, c'est toujours un répertoire que vous aimez passionnément. Est-ce que parfois vous jouez des œuvres, soit qu'on vous demande, ou alors que vous jouez par le simple plaisir du pianiste, mais qui ne répondent pas aux mêmes exigences Non, honnêtement, c'est un luxe que j'ai probablement acquis au travers de centaines ou de milliers d'heures de travail. Non, c'est un luxe de pouvoir jouer vraiment le répertoire que j'aime. Évidemment, il y a parfois des demandes, mais il m'arrive souvent de dire non. Et c'est vrai que pour certains programmes qui peuvent paraître exigeants pour certains organisateurs de concerts, par exemple, qui ont peur de voir des noms comme Szymanowski ou Bartók dans leur programme, et j'entends complètement et je comprends parfaitement. Il y a parfois des aménagements possibles, mais souvent j'essaie de rester fidèle à mes choix, et c'est vrai que mes programmes étant construits d'une façon complètement organique, c'est pas possible de remplacer une pièce par une balade de Chopin parce que ça ferait plaisir au public. J'adore jouer les balades de Chopin, mais il faut à ce moment-là trouver un contexte. Là, un programme de récital, ça raconte une histoire, et c'est vraiment un récit qui va de A jusqu'à Z, du début du récital jusqu'à la fin du récital. Et c'est une sorte d'itinéraire. On prend le public par la main, on l'emmène avec nous, et je pense que, je le dis souvent, moi en tant qu'interprète, j'ai jamais composé un programme contre mon auditoire. Mais c'est vrai qu'après, il faut quand même que les gens viennent au concert. Donc si on a un programme purement composé de Feldman, Ligeti, Webern, c'est compliqué de faire venir les gens. Donc c'est aussi l'intérêt de ces programmes aussi un petit peu composites où finalement les gens vont se dire allez, on va écouter Eroica, puis si on doit supporter Webern pendant quelques temps. Et finalement, curieusement, en sortant du concert, souvent les gens disent mais le Webern, c'était
incroyable. Ou alors, j'ai pas trop aimé, mais j'ai vraiment compris pourquoi c'était là. Et ça me fait plaisir parce que tout à coup, je me rends compte que l'auditeur a été actif pendant le récital et c'est mon but. Vous allez bientôt partir pour les États-Unis, j'ai vu. Oui. Vous allez jouer les 2 concertos de Ravel. Oui, il y aura. Pas au même programme, mais. Oui, voilà, il y aura le concerto de Ravel avec l'orchestre de San Francisco. Alors, c'est un orchestre prestigieux. Bel orchestre, belle histoire. Exactement. Et voilà, moi, ces concertos de Ravel, je les ai beaucoup joués. Je les ai enregistrés avec Les Siècles et François-Xavier Roth il y a. Pour Harmonia Mundi aussi. Il y a 2-3 ans, pour Harmonia Mundi, exactement. Et voilà, ce sont des œuvres qui m'accompagnent depuis longtemps, dans lesquelles, évidemment, on a chacun des choses très personnelles à raconter. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Je sais qu'Alexandre Tarot a enregistré il n'y a pas très longtemps ces 2 concertos. Je sais que Bertrand Chamaillou les a enregistrés, ça va sortir. Voilà, chaque pianiste français a envie de laisser sa patte sur ce concerto. Et à chaque fois, on a des résultats qui sont très très intéressants, qui sont très beaux et très différents. Et donc ça montre aussi l'intensité de ces chefs-d'œuvre qui permettent d'une certaine façon la personnalité de l'interprète de s'immiscer un petit peu. Au risque de tomber dans le cliché, ça doit être quand même émouvant quand on se retrouve aux États-Unis en train de jouer ces œuvres qui incarnent tellement un génie français. Oui, il y a clairement un petit peu une mission. Après, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que oui, vous voulez pas être catalogué comme le français. Voilà, exactement. En tant que pianiste français, très souvent, on dit oui, on aimerait bien voir Monsieur Tiberghien. Est-ce qu'il pourrait jouer Ravel ou Saint-Saëns? C'est très bien et je suis toujours très content de le faire, mais il y a des moments où je vais me dire oui, vous savez, je joue Brahms, je joue Chimanovski, je joue Bach, je joue Beethoven, je joue Bartók. Et voilà, il faut juste savoir trouver l'équilibre par rapport à tout ça pour éviter l'étiquetage pianiste français qui joue au répertoire français. Alors, pour en terminer avec, on pourrait encore en parler des heures, et puis j'attends avec impatience le 3e volume consacré aux variations de Diabelli, et on sait déjà qu'il y aura du Ligeti. Voilà, dans ce 3e volume, il y a encore une fois 20e siècle, que j'essaye de défendre beaucoup parce que je l'adore passionnément, vraiment. Cette pièce de Ligeti, Musica Ricercata, donc c'est le Ligeti de la jeunesse, on est dans les années 50, qui est beaucoup plus proche de Bartók finalement que du Ligeti plus tardif. Et on a une œuvre passionnante où chaque nouvelle pièce est écrite à partir d'un nombre de notes données. Donc la première pièce est juste écrite sur la note La. Il n'y a que des La dans cette œuvre-là. Et donc l'idée, ça va être de varier une note, de voir tout ce qu'on peut faire avec juste une note. Donc l'idée, encore une fois, de la contrainte. La variation, c'est le thème, c'est la contrainte. Et la 2e pièce, il n'y a que 2 notes, 3e pièce, il y a 3 notes, et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit que c'était finalement, d'une certaine façon, des variations autour d'un nombre de notes. C'est vraiment une dimension qui m'intéresse beaucoup. J'avais commencé à y réfléchir aussi. En 98, j'avais passé le concours Umberto Micheli à Milan, dont le sujet principal était l'étude. Et j'avais lu beaucoup à l'époque sur le travail du compositeur qui doit écrire une étude et qui a justement une contrainte. Il doit utiliser que des tierces ou que des quartes ou que des octaves ou que des tris. Et finalement, les compositeurs, et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec George Benjamin, justement, où je lui disais, mais le fait d'avoir une contrainte, il me dit, mais cette contrainte, elle est indispensable. Si on n'a pas de limite, si on n'a pas de contrainte, on ne peut pas composer. Il faut absolument qu'on ait ces limites, et c'est à l'intérieur de cet espace qu'on construit, qu'on a une liberté absolument infinie. Et entendre ça de la bouche d'un compositeur, c'est pas mal. Oui, si on adapte ça au cinéma, les réalisateurs qui se sont trouvés sans limite, ça a toujours été une catastrophe. Oui, on songe à Clouzot avec L'Enfer ou d'autres films comme ça. Il faut qu'il y ait des limites. Oui, puis c'est valable dans la vie de tous les jours. Si on n'a pas de borne, on ne s'en sort pas. Alors, ce disque consacré aux variations de Beethoven, ce qu'il y a de passionnant aussi, il y a des chefs-d'œuvre, c'est que des chefs-d'œuvre, mais il y a aussi des œuvres qu'on connaît moins de Beethoven, des variations sur des thèmes d'opéra, il y a même des variations sur Rule Britannia, excusez mon accent d'inspecteur Clouseau, Cédric Tiberghien, mais vous qui êtes un anglophile chevronné, et donc 2 cycles de variations sur des thèmes anglais bien connus, puisqu'il y a l'anglophilie de Beethoven,
c'est des œuvres qu'on connaît peu et en même temps où c'est pas le génie des variations Diabelli ou d'autres, mais ce sont des œuvres absolument merveilleuses, qui donnent un grand plaisir. Voilà, exactement. Ce sont des œuvres qui sont destinées en fait vraiment au divertissement presque. Très souvent, c'était le reflet de séances d'improvisation qu'il faisait. C'était un improvisateur de génie. Il était invité dans les cours pour donner des concerts et il lançait un thème, on lui lançait un thème et il partait dans des improvisations extraordinaires. Et d'une certaine façon, c'était une forme de gagne-pain quand il était jeune, de mettre à l'écrit un petit peu ces improvisations, presque des retranscriptions d'improvisation. Et donc tous ces thèmes, alors certains sont connus, il y a God Save the King, qui évidemment est resté aujourd'hui, mais la plupart de ces opéras sont des thèmes qui ne nous disent plus grand-chose aujourd'hui. On n'écoute plus beaucoup les opéras de Paisiello. Non, voilà. Et malgré tout, voilà, l'idée, il choisit des thèmes qui sont connus, qui sont plutôt agréables, qui sont faciles à mémoriser, ça c'est une constante. Et ensuite, c'est vraiment le laboratoire d'expérimentation. Il essaie des choses, quelquefois ça marche vraiment pas du tout. Il y a des variations, on se dit oh là là, il a essayé un truc. Et puis parfois il y a des idées de génie, des moments de pure poésie. Je pense ici il y a des variations, 24 variations sur un thème de Righini, donc 24 variations, ça commence à faire beaucoup. Et le thème il est vraiment d'une simplicité, pour ne pas dire d'un vide spectaculaire. Et en fin de parcours, la 23e variation, c'est un adagio qui vraiment ne démérite pas à côté des plus beaux adagios de toutes les sonates. Donc il est capable, à partir de 3 fois rien, de développer, c'est comme tirer un fil et se rendre compte, comme s'il avait un microscope, de rentrer à l'intérieur de la matière. Et voilà, on le voit travailler, et puis tout à coup, découvrir la perle rare, c'est voilà, Beethoven en direct, c'est assez fascinant. En tout cas, c'est un merveilleux voyage que vous nous proposez à travers ces 2 doubles CD consacrés aux variations de Beethoven et puis encadrés par des génies comme Mozart, Schumann, Webern ou encore Bach, Svelling, Cage Feldman, Crumb, c'est vraiment extraordinaire. Cédric Tiberghien, on attend la suite avec une grande impatience, avec ses variations Diabelli et ses comparses. Oui, moi également. C'est sûr que les variations Diabelli, ça reste un des principaux édifices de la littérature pour piano, avec les variations Goldberg, bien sûr. Et c'est une œuvre que j'ai toujours rêvé d'aborder, mais on m'a toujours dit oui, tu sais, c'est du Beethoven difficile pour le public, c'est difficile aussi, c'est long, c'est complexe. J'ai dit bon, de toute façon, je vais pas y échapper. Allons-y. Quand j'étais enfant, j'avais un enregistrement d'Arao que j'écoutais, mais j'écoutais jamais les 55 minutes. Je devais écouter environ 15 minutes. Par contre, je me rappelle très bien. Et puis, le Covid est arrivé. C'était au moment où j'aurais dû les jouer. Donc, je les ai apprises pendant le Covid et ça a été l'obsession, vraiment l'obsession diurne et nocturne. Ça m'a empêché de dormir. J'ai été complètement habité, hanté par cette œuvre-là, par sa richesse, par sa structure, par les couloirs souterrains infinis, les liens entre les variations, la structure, le travail sur le matériau, l'invention. On a vraiment l'impression que Beethoven, on dit souvent, c'est un peu son testament, mais il y a un peu cette idée de... Voilà, c'est l'alpha et l'oméga de Beethoven. S'il y avait une seule œuvre à connaître, c'est l'œuvre dans laquelle il a tout mis. Alors bien sûr, il y a d'autres chefs-d'œuvre sublimes, mais là, on a l'impression que finalement, c'est un autoportrait de chaque variation donne un aspect de sa personnalité, et on sort de là en ayant vraiment eu l'impression d'avoir passé je sais pas, une journée entière, 24 heures, ou donc en l'occurrence 33 heures, en compagnie de Beethoven qui nous parle de lui, qui nous raconte son histoire, et quand ça se termine, on est différent. En attendant d'être différent, en vous écoutant ces variations Diabelli, il me reste à vous remercier infiniment, Cédric Tiberghien, d'avoir été mon invité. Avec grand plaisir. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Cédric Tiberghien, je vous propose de l'écouter interpréter les 32 variations en do mineur de Beethoven. Je vous souhaite une très belle écoute de cette œuvre et une très belle fin de soirée sur RCJ.